Maman. Bonjour Monsieur le Président et merci d'avoir accepté cet entretien quelques jours après le retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Au cours de cet échange, nous allons évoquer certes la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, mais également nous allons aborder quelques sujets de l'actualité aussi bien au plan national qu'international. Et pour entamer cet entretien exclusif, cette première question, Monsieur le Président, le Burkina Faso, le Mali et le... Comment en sommes-nous arrivés à cette rupture avec notre désormais ancienne communauté? Bonjour, Monsieur Abdoulaye. Merci de l'opportunité, une fois de plus, pour nous de nous adresser au peuple, non seulement nigérien, mais également au peuple de l'Alliance des États du Sahel et aux Africains de façon générale. Je profiterai de cette interview pour avoir une pensée pieuse envers nos martyrs. Les martyrs du terrorisme, le terrorisme qui n'est pas seulement celui que nous connaissons avec des armes sur les terrains qui tuent des militaires comme des civils, mais le terrorisme des organisations également et des États étrangers. Nous avons une pensée pieuse envers ces martyrs, qu'ils soient civils ou militaires. Les martyrs du Niger, le martyr de l'Alliance des États du Sahel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son paradis Firdaus et qu'il leur accorde sa rahma. Pour répondre à votre question, il est important de rappeler, car comme dit le Coran, le rappel sauve l'âme. C'est quoi la CEDEAO? Ou c'était quoi la CEDEAO? Parce que pour nous, à partir d'une certaine date, la CEDEAO avait cessé d'exister. Malheureusement, peut-être que c'est la prise de conscience qui avait manqué pour faire face à l'évidence et prendre des décisions qui s'imposent ou qui s'imposaient. Nous avons quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO, ou la CEDEAO entre parenthèses, n'était plus la CEDEAO des pères fondateurs. Et je profiterai d'abord pour faire un rappel historique. Comme je l'ai dit, le rappel sauve. Créé le 28 mai 1975, j'ai dit bien le 28 mai 1975, oui. La CEDEAO avait des objectifs purement économiques et pour la prospérité des peuples. La CEDEAO avait des principes fondamentaux dont je citerai quelques-uns, notamment l'égalité et l'indépendance des États membres, la solidarité et l'autosuffisance collective, la non-agression, le droit de l'homme, entre autres. Cette CEDEAO, créée en 1975, oui, avec comme père fondateur le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Nigeria. J'ai fait exprès de finir par le Nigeria, entre autres. D'accord. Si vous voulez que je cite les chefs d'État à l'époque, du Niger, c'était Sékou Touré, du Mali, c'était Moussa Traoré, du Burkina Faso, c'était
Aboubakar Sangoulé Lamizana. Du Togo, c'était Nyasingbe et Adema. Tout à fait. Et du Bénin, c'était Mathieu Kérékou. Oui. Et du Nigeria, c'est Yakubu Gawan. J'ai dit bien, c'est Yakubu Gawan. D'accord. Le Nigeria sortait d'une guerre civile dévastatrice qui avait fait plus de 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés. Et c'est dans ce contexte que ses frères, pour aider le Nigeria à se relever, à se réorganiser, à retrouver son unité entre la République biafraise et la République du Nigeria, que ces chefs d'État que j'avais cités ont eu l'idée de créer la CEDEAO avec comme principe ce que je venais de citer et avec comme objectif également fondamental qui est l'économique et la prospérité des peuples. Les gens disent que le Nigeria était la locomotive. Locomotive, oui, tout à fait. Le Nigeria n'était pas la locomotive de la CEDEAO à la création, puisque je viens de vous faire un peu le point de ce qu'était le Nigeria à la sortie de la guerre civile 4 ans après la fin de la guerre civile catastrophique. Et qui était derrière cette guerre civile qui avait failli séparer le Nigeria en 2 républiques, c'était la France. Si les gens ont la mémoire courte, au Niger, nous n'avons pas cette mémoire courte. Je disais, avant de répondre à votre question, il faut faire ce rappel, c'est très important. D'accord. La CEDEAO était pour les peuples à but purement économique. Il faut faire également un rappel pour que les gens comprennent ce qui se passe. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. C'était la fin, ou la fin supposée de la guerre froide entre les 2 blocs que vous connaissez. 7 ou 8 mois après la chute du mur de Berlin, rappelez-vous de la rencontre de la Bolle, ce qu'on a appelé le fameux discours de la Bolle. C'était du 19 au 21 juin 1990, où Mitterrand rappelait aux Africains, 35 chefs d'État réunis, que ce n'est plus le fameux slogan « Amitié, coopération », c'est désormais la démocratie qui est source du développement pour vous, les pays africains, qui est source de prospérité pour vous, les pays africains. Mais si Mitterrand avait fait cette annonce, c'est parce que Mitterrand, à l'époque, avait cru avoir trouvé de nouveaux partenaires à travers les pays de l'Est libérés, ou supposés être libérés. Et la balkanisation de nos maigres États. Il avait pour objectif de ressusciter les instincts que les supposées dictatures ont su contenir bon gré, mal gré. Et c'était l'objectif. Amener les États africains à ce qu'on avait appelé le multipartisme. Et vous vous rappelez, du 19 au 21 juin 1990, le discours de la Bolle devant 35 chefs d'État. Vous vous rappelez la
succession de 90, fin 90 à 91, des multipartismes, des conférences nationales qui avaient cours dans tous les États pratiquement francophones. Nous nous sommes retrouvés avec des pays à moins de 10 millions d'habitants, mais avec plus de 200 partis. Dieu merci, n'a pas été atteint. Nombreux, 100 à 200, ont su garder un certain équilibre, mais quand l'objectif non atteint, rappelez-vous, en 1994, tous les pays tentent de dévaluation. C'est des événements, c'est des faits qu'il faut mettre en commun. Par rapport à ça, j'ai pensé faire le rappel, remettre les choses dans leur contexte, fin au régime qui exécutait à la lettre, fait pour le mettre, il est temps que nous fassions pour le bien de nos peuples. La France, toujours à son habitude, avait utilisé des pays africains, précisément certains pays de la CEDEAO, pour initier une agression, une guerre, pour soi-disant rétablir Bazoum au pouvoir. Les conséquences de ces actions sont connues. C'était le 30 juillet, la rencontre d'Abuja, où il a été décidé, 4 jours après le coup d'État, sans consultation aucune et contrairement aux règles de la CEDEAO, il a été question de mettre un embargo total au peuple nigérien. L'embargo, nous le connaissons, nous connaissons les conséquences, non pas que pour le peuple nigérien, mais pour l'ensemble des peuples de la CEDEAO, même si les gens ne veulent pas reconnaître cette évidence. Nous avons passé par toutes les phases pour que l'embargo soit levé, pour renouer le dialogue qui devait être la première étape qui correspond à l'un des principes de la CEDEAO. Vous avez vu les va-et-vient des délégations de la CEDEAO, des chefs traditionnels et de toute autre autorité pour renouer le dialogue. Les sacrifices que nous avons consentis, non seulement en termes de durée de la transition, en termes de chronogramme de la transition, même si certains l'ignorent, mais que eux, ceux qui étaient venus vers nous, au nom de la CEDEAO ou au nom de leur propre pays ou à leur propre initiative, savaient les sacrifices que nous avons consentis pour que cette souffrance à laquelle j'ai, 2 jours après le coup d'État, j'avais ordonné de libérer la famille de Bazoum. C'est lui-même qui a demandé que sa famille reste avec lui et je l'ai dit lors de notre dernière rencontre. Nous avons accepté la durée de la transition et vous vous rappelez, le 8 décembre, 2 jours avant la rencontre du 10 décembre à Abuja, j'étais au Togo, à Lomé. Au cours de l'entretien avec son Excellence Faure, j'avais dit que le Niger est disposé à toute durée
qu'il juge être la durée qui permettra de lever l'embargo sur notre pays. Et vous vous rappelez, à l'issue de cette rencontre et avant cette rencontre, le président Macron était sorti 3 semaines avant pour dire que l'embargo contre le Niger ne sera pas levé tant que Bazoum sera otage de la junte. Pour nous, et de lors, et je l'ai dit lors de notre entretien, puisque à l'issue de la rencontre, c'était la principale condition des États marionnettes de la CEDEAO. Libérer Bazoum ou rien. Vous vous rappelez, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria était parti à Londres pour le dire sur les ondes de la BBC que s'ils veulent qu'on lève l'embargo, ils n'ont qu'à libérer. Ils n'ont pas d'autre choix que de libérer Bazoum. Mais je rappelle que Youssouf Tamatou-Gan ne décide pas de la politique ou de la diplomatie du Niger. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria et non du Niger. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères de la CEDEAO. Et il ne peut, avec le sens de la modestie, de la courtoisie, décider de ce qui doit être appliqué au peuple nigérien. Pour répondre exactement à votre question, Monsieur le Président. 3 raisons nous ont amenés à quitter la CEDEAO. D'accord. 3 raisons. La première raison, elle est sécuritaire. La CEDEAO menaçait le Niger d'une agression militaire, armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens. La deuxième raison, elle est morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Les produits pharmaceutiques, le minimum vital, l'énergie électrique. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991, quand on avait introduit un chapitre, le 6 juillet exactement, qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques. Devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir leur volonté ou leur calcul ou leur dessein politique? Non. Donc, c'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduit à ce que nous avons fait dans la volonté des pères fondateurs. Qu'aurions-nous gagné en restant dans une CEDEAO où nous sommes sous embargo total, embargo économique qui est l'objectif initial de la CEDEAO, embargo monétaire où nos dépôts à la BCEAO sont confisqués en 2023. Pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation? Nous avons décidé, il est temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 au lendemain du discours de la Baule, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai
1975. Voilà les trois raisons fondamentales qui nous ont conduit, les pays membres de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à sortir de cette organisation pour tracer notre voie et tracer notre destin ensemble avec nos peuples et les Africains et partenaires sincères. D'accord. Monsieur le Président, en quittant la CEDEAO, nos pays ont certainement anticipé les conséquences de cette décision, conséquences en termes de libre circulation des biens et des personnes, en termes de séjour de nos compatriotes de l'espace CEDEAO, en termes enfin économiques et politiques. Que pouvons-nous retenir? Vous savez, je l'ai dit, la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975. Oui. Nos États étaient-ils indépendants le 28 mai 1975 ou avant? Nos peuples existaient-ils ou avaient-ils commencé à exister avant 1975, oui ou non? Des millénaires. En termes de circulation des personnes, rappelez-vous, la majorité des États de la CEDEAO ont acquis leur indépendance en 1960. Oui. Mais de 1960 déjà à 1975, il y avait au moins 15 ans à prendre juste ce petit laps de temps. 15 ans que ces populations-là cohabitaient. Mais avant les indépendances, puisque les indépendances étaient les conséquences de la colonisation, avant la colonisation, les peuples africains vivaient ensemble. Pour prendre l'exemple du Nigeria, de Bornou jusqu'à Kébi, c'était au Niger, il y a plus de 2000 ans. Il y a des traces. Donc, c'est des peuples qui ont toujours évolué sans tenir compte des frontières, puisqu'il n'y avait pas de frontières. Sachez que avant la pénétration coloniale, nous avons cessé même le mode de gestion des États sous forme d'empire ou de royaumes d'abord, ensuite des regroupements pour constituer des grands empires. Nous étions, pour le cas du Niger particulièrement, dans la gestion des États en tant que sultanat. Rappelez-vous qu'on parlait du sultanat de Bornou, du sultanat de Katsina, du sultanat du Gobir et de l'empire Peul de Sokoto, qui était un sultanat également, puisque Ousmane Nfodio est une figure de la religion islamique. C'est ce que les gens ignorent. Donc, nos peuples étaient brassés. Prenez le nord Bénin, c'était l'ancien empire Songhai. Nous ne sommes pas ignorants ou analphabètes de l'histoire. Ces peuples-là ont cohabité. La CEDEAO, c'est combien d'États à l'heure actuelle? 15. L'Afrique, c'est combien d'États? 54. N'y a-t-il pas de Nigériens dans les autres pays de l'Afrique? Comment est-ce qu'ils vivent? Ne se déplacent-ils pas? Ne trouvent-ils pas leur subsistance dans ces autres pays qui ne sont pas des pays de la CEDEAO? Bien sûr que oui. Et même parmi les pays de la CEDEAO, quels sont ces pays les plus illustres, entre parenthèses, pour faire la guerre au Niger? Qui sont-ils? C'est Tinubu du Nigeria, c'est Talon du Bénin, c'est Ouattara de la Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal.
jusqu'à un certain moment. Et je vous dirai pourquoi jusqu'à un certain moment. Donc, pour ce qui est de la libre circulation des personnes et des biens, n'ayez aucun souci. Les Africains ont circulé, ça fait partie de la nature humaine, la mobilité. Aucune frontière coloniale ne saurait arrêter les êtres humains dans leur instinct migratoire. Les peuples vont continuer parce que eux, ils sont au-dessus des chefs d'État égoïstes, individualistes. Les peuples sont des peuples matures qui comprennent le sens de l'histoire parce qu'ils ont l'histoire en eux. Ils savent les relations de l'Alliance des États du Sahel. Sur le plan économique et politique, quel était le taux d'échange entre les États de la CEDEAO? Vous me direz qu'il est marginal. Un seul pays de la CEDEAO qui n'importe pas. Il suffit que l'Inde décide de ne plus permettre l'exportation. La CEDEAO se retrouve à terre, en train de chercher comment, par quelle voie passer pour nourrir les peuples. Ce n'est pas une caractéristique propre aux États de l'Alliance du Sahel. Prenez un à un tous ces États zélés qui veulent nous faire la guerre et étudier leur économie pour voir la dépendance de cette dernière avec les autres organisations, mais ce n'étaient pas des organisations, et ce ne sont pas des organisations de le cadre de la CEDEAO. Nous importons tous de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, du Pakistan, de la Turquie. Tous les biens, de façon générale, nous importons au sein des pays, non pas de la CEDEAO, mais d'autres structures. Puisque ce que je dis, le monde est un village planétaire. Ceci est une évidence que les pays de la CEDEAO le reconnaissent ou non. Pour ce qui est du domaine politique, rassurez-vous que à travers l'Alliance des États du Sahel, que les gens semblent mépriser, ridiculiser, jusqu'à considérer que c'est une alliance fantôme. Mais comment est-ce qu'ils ont su que c'est une alliance fantôme? S'ils ne l'avaient pas vu, c'est une alliance, elle est physique. Et le physique, le réel, ne saurait être fantôme. Ce sont les fantômes qui voient les fantômes. Les humains voient les humains. Les humains peuvent à la limite voir les fantômes, mais ça, c'est Dieu qui décide. Mais rassurez-vous, dans le domaine politique, personne n'utilisera le Niger ou l'Alliance des États du Sahel pour assouvir ses desseins personnels. Rassurez-vous, si nous pouvons avoir une assise populaire à travers la martyrisation du peuple nigérien. Mais martyriser le peuple nigérien, c'est martyriser le peuple frère du Nigeria. Et je reste convaincu que le peuple frère du Nigeria ne laissera pas passer. Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Mais Talon, qu'il se détrompe.
s'il doit servir le peuple béninois, qu'il le serve. Et c'est à travers ça que le peuple béninois décidera de lui accorder un troisième mandat s'il juge que ce qu'il a fait jusqu'ici mérite un troisième mandat. Ouattara veut passer la main ou faire un quatrième mandat. Oui. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un pays indépendant. Le Niger, c'est un pays des royaumes, d'empires et de sultanats, je l'ai dit, il y a des milliers d'années. Ce n'est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Macky Sall voulait un troisième mandat. Le peuple sénégalais avait montré une fois de plus sa maturité politique pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Nous n'avons pas la mémoire courte. Même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s'octroyer un troisième mandat et à contre-cœur permis que les listes soient ouvertes, permis que des candidats soient retenus et fixer les élections pour quand? Oui. Vous vous rappelez la date? Tout à fait. 25. Voilà. Et vous vous rappelez la sortie il y a moins d'une semaine? Oui. Et qu'est-ce qu'il en est? Oui, le report. Où en sommes-nous? Voilà. Ils sont évanouis à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Donc, rassurez-vous que les pays de l'Alliance, pour les biens de leur peuple, sans calcul, sans velléité quelconque d'abuser ou de profit. Libre circulation des personnes et des biens par rapport à cette organisation, quelles perspectives s'offrent vraiment à nous? Mais nos perspectives ne peuvent être que meilleures. Qu'aurions-nous gagné en restant dans la CEDEAO? J'ai fait le rappel. Oui. Nous nous sommes retrouvés avec un terrorisme activé. Nous connaissons qui sont derrière ces mouvements terroristes. Que ce soit les terroristes qui sont sur le terrain avec des armes et que ce soit les États terroristes qui veulent, comme je viens de le dire, atteindre des objectifs des États du Sahel. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, et des succès. Ramener la sécurité dans notre espace troublé. Troublé pour que nos richesses soient pillées. Inch'Allah, nous allons réussir cette première phase et nous sommes sur le point de la réussir. Chacun peut apprécier les résultats obtenus. Le deuxième point serait, vous avez constaté que le cheval de bataille que nous avons enfourché, c'est celui de la bonne gouvernance. Les ressources des pays de l'Alliance serment qui se traduit par des faits. Et si vous l'avez constaté au Niger, c'est un cas et c'est physique, c'est réel. Au Burkina comme au Mali également, c'est physique et c'est réel. Après cette prospérité économique, nous devons trouver ensemble quels sont les mécanismes qui nous permettent de renforcer les échanges au sein de notre alliance
que ce soit des alliances des États du Sahel, soit effectivement, comme nous l'avons souhaité, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. C'est des étapes qui conduiront à une véritable intégration politique débarrassée de toute menace d'un État envers un autre. Voilà, en quelques mots, ce que nous pensons mettre en place pour pallier notre sortie de... Il n'y aura pas de chaos. Les pays de l'Alliance du Sahel seront prospères, Inch'Allah. Et ceci est inévitable. D'accord. Économique et monétaire ouest-africain, UMOA, pour notre propre monnaie qui est tant attendue par nos peuples, Monsieur le Président. Châtir de ce qu'était devenu la CEDEAO depuis le numérique des membres continue à être membres de la communauté. Nous sommes sortis, avant nous, la Mauritanie était sortie, même si ce n'est pas dans les mêmes souverainetés. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement, ouvrir l'armoire de l'histoire récente des États, les analyser, les évaluer de nos peuples. Il n'est plus question. La France nous a spolié plus de 107 ans de pillage systématique de nos ressources pour qu'on soit quitte avec la nation. Les États de l'Alliance, nous déciderons. Et nous allons... Commençons par la première. À la mi-janvier, le Premier ministre Lamine Zen a effectué une série de missions qui l'ont conduit notamment en Russie, en Iran et tout dernièrement en Turquie. Quels sont les sens et les retombées de cette mission? Vous m'avez posé une question, à savoir quel est bien compris ou c'est toujours comprendre que certains États viennent en 1989. C'est ça. En ce temps, le dernier sultanat du Niger était en déclin. Nous avons passé par d'autres étapes et nous étions dans la phase des sultanats au moment où les Français faisaient leur révolution. L'empire du Songhai, connu à travers la dynastie des Dia, la dynastie des Soni, la dynastie des Askia, avait cessé d'exister en tant qu'empire prospère en 1591. Le sultanat du Bornou avait cessé du territoire aujourd'hui qu'on appelle le Niger, vers 1774. Ce n'est pas encore la Révolution française. Oui, tout à fait. Donc, nous connaissons l'histoire. Nous ne sommes pas analphabètes. Le Niger, action de ses intérêts et des intérêts du peuple nigérien, des peuples de l'AES de façon globale. Et pour cela, personne ne nous dira vers qui nous devons ou non aller. Oui. Nos orientations, la volonté d'un maître ou d'un supposé maître. Le Niger ou pas. Nos intérêts et nos intérêts font partie des solutions à notre sortie de la CEDEAO. Parce que nos intérêts ont cessé d'être pris en compte au sein de la CEDEAO. Nous avons quitté la CEDEAO. Nous serons prêts à nouer le repli théorique qui n'est plus que sur papier, mais dans le respect mutuel, contrairement à ce que les Français veulent
nous imposer. Pour vous donner une idée du mépris, lorsque nous étions dans les moments les plus tendus, un pays de l'Union européenne avec le Niger, un apaisement avec le Niger et proposer position conflictuelle d'aller vers le Niger, les autres. Vous savez ce que Macron a répondu? Non. Le Niger appartient à la France. Ah oui. Et ce n'est pas à vous. Si le pays se reconnaît, il se reconnaît. Et pas à ce pays, le Niger appartient à la France. Et ça, c'est Macron qui le dit. C'est Macron, l'ignorant de l'histoire. Le Niger, le territoire qu'on appelle le Niger, avait fini le tour du monde. Et le territoire qu'eux, ils ont appelé le Niger, avait en termes politiques. Et c'est ce pays-là montrer que le Niger n'est la propriété de personne, d'égal à égal dans la dignité. Nous nous rendrons, c'est fini. Ce que les gens ont pensé ou pensent du Niger, du Sahel, qui a compris les enjeux et qui a compris avec ce soutien, nous ne faillirons pas, nous ne trahirons pas. Inch'Allah. D'accord. Et pour finir, qui serait sorti du Niger et saisi en Éthiopie, qu'en est-il exactement, Monsieur le Président? Or, depuis 1984, vous vous rappelez de la rue vers lui, dans l'Anzourou, de l'autre côté, dans le Yaga ou de la Sirba qu'on appelle Diamaré de façon générale. D'accord. Presque chaque semaine, c'est une mine qui est découverte. En Hausa ou en Germain, on a un dicton. Tikin tiki yeke arewa. Il est là que l'eau, qui ont été modestes, ils ont dit 1578 kilogrammes, plus d'une tonne d'or saisi, et que c'est le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui aurait remis toutes ces quantités aux Russes. Nous devons réfléchir avant de donner écho à certains propos. Jusqu'au 26 juillet 2023, le Niger exportait l'or de façon anarchique. Allez-y au ministère des Mines, voir quelles sont les misères que l'État nigérien avait récoltées. Mais c'était fait sciemment, puisque ces détenteurs des mines d'or n'étaient autres que les ténors de ce régime que nous avons renversé. Allez-y au ministère des Mines, cherchez le permis de recherche que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ou tout autre membre du Conseil national ou du gouvernement a déposé. Mais ce n'est pas le cas du régime que nous avons renversé. Nous le savons. Dans le Diamari, nous savons qui a des mines d'or. Dans le régime déchu, dans la zone de Tabarkat, le Djado, du Djado et de Amazgar, nous savons qui sont les ténors ou qui étaient ces ténors du régime déchu qui avaient des mines d'or. Il faut que les gens fassent réfléchir. Nous sommes inscrits dans un sens de la marche de l'histoire de notre pays qui ne plaît pas à tout le monde. Et les gens sont prêts à tout pour nous divertir. Dieu merci. Ils ne sont pas parvenus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter. Tous les moyens sur la souveraineté de notre indépendance. C'est dans ce sens que s'inscrit cette affaire
de saisie de 1 tonne 578 kilos avec précision. Oui. De 23 tonnes avec précision en Éthiopie, dont même les autorités éthiopiennes n'ont pas vu la couleur de cet or. De cet or. Ouais. Le Niger a certes exporté de l'or à un moment bien précis de son histoire, comme je l'ai dit, qui a commencé de façon anarchique depuis 1984 et qui s'est poursuivi jusqu'au 26 juillet 2023. D'accord. À notre arrivée, nous avons dit trop de permis ont été octroyés et d'autres permis, c'est les ténors même et qui ont abusivement, j'ai dit, oui, utilisé le pouvoir pour, comme Ecomine, Afrior, Comini, Radix et tant d'autres. Ça ne plaît pas à ceux qui se sont enrichis de façon honteuse sur la misère des Nigériens. Ces gens seront prêts à tout et feront tout pour nous déstabiliser. C'est le déploiement des forces, de l'efficacité et de l'objectif en plus de 10 ans. 1 tonne et demie ou 23 tonnes saisies en Éthiopie. Classement des personnels qui ont vécu un certain temps dans de la gendarmerie, de la police nationale, de la douane et d'autres services que je ne citerai pas. National Diori Hamani de Niamey, même si c'est 2 grammes ou 20 grammes ou 5 grammes d'or, ils sont détectés et repris si la procédure d'exportation avait cours jusqu'au 26 juillet était certes encadrée, mais encadrée qui était partie parce que l'ANAC avait dit qu'il n'est pas normal qu'on transporte l'or en cabine ou en soute. International Diori Hamani de Niamey sous encadrement. Donc, il y avait des règles. Bien sûr. Même si il y avait d'autres qui ont plus que le monopole, qui ont ce qu'on appelle le monopsome, ça veut dire le monopole total. Personnes là, qui sont nommés par le régime déchu. Et que l'or était encadré de façon certes partisane, mais il y avait l'ANAC qui a toutes les activités aéroportières. Il y avait Souma qui a la gestion des infrastructures aéroportières. Il y avait la douane qui faisait son travail. Il y avait qui encadrait le transport de ce or-là, de cargo, dont 2 compagnies ont été retenues. Il faut qu'on les cite, qui sont Turkish Airlines et Air France. Air France depuis le 26 juillet. Vous voyez Air France? Non. D'accord. Donc, Ethiopian Airlines avait certes repris ses vols cargo, mais Ethiopian Airlines ne fait pas partie de ces 2 compagnies retenues. L'or ou 23 tonnes de quelques membres, c'est avec loyaux les charges qui nous incombent. Nous ne sommes pas là pour trahir les aspects de diversité. Quand ils entendent certaines choses, comme je l'ai dit, c'est une sagesse populaire qu'ils se réfèrent à cette sagesse populaire pour poser les bonnes questions. Qui se cache Que vous venez de nous accorder malgré votre agenda très chargé, un entretien qui va permettre assurément à nos compatriotes de saisir la portée de la décision de tous.